L'enjeu du livre, c'est vraiment de donner des arguments de professionnalisme à l'animation. Et vraiment l'enjeu et ma conviction, c'est que l'animateur est un vrai professionnel, et un vrai professionnel qui s'ignore encore parce qu'un professionnel se démarque, on reconnaît un professionnel avec les outils, l'enseignement qu'il a, les outils qu'il a, et la transmission et la communication. Encore maintenant, on trouve beaucoup malheureusement d'animateurs qui font un travail extraordinaire, mais par contre qui savent mal le communiquer, parce que dans un milieu de soins, on a tendance à parler soignant. Si je vais en Espagne, par exemple, c'est moi qui vais parler espagnol, je ne vais pas demander aux Espagnols de parler français. Et donc, quand un animateur arrive dans le milieu du soin, pour se faire comprendre, il va aussi utiliser les termes, les mots, et aussi l'esprit peut-être du soin, et du coup, se perdre un petit peu dans ce langage-là. Mon objectif, c'est que l'animateur retrouve son professionnalisme, ses outils propres à lui, ses propres compétences, sa spécificité, et tout ce qui fait de lui un professionnel, c'est-à-dire une véritable mission, et pour l'établissement, et pour les résidents. Dans le livre, je parle du projet animation. La première partie du projet animation, c'est comment accompagner la dynamique d'établissement. Animer en humanitude, c'est mettre en avant justement cette animation solidaire. L'animation solidaire, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mot, hein. La solidarité, un peu galvaudée même. L'animation solidaire, c'est... On voit bien qu'on a différents types de résidents, je parle en termes de dynamique sociale. On a des résidents qui sont actifs, des acteurs de dynamique sociale. On a des résidents qui malheureusement ne font pas de propositions sociales, de dynamique sociale, parce qu'ils sont altérés soit avec des démences, soit une gravatisation, une lourde maladie. Des gens qui subissent un petit peu la vie de manière apparemment passive. Et puis au milieu, il y a des gens, il y a la plupart des résidents qui sont, comme je dis, un coup acteurs, et puis un coup de consommateurs un petit peu de vie sociale. Acteurs, quand l'animateur est là, quand on leur fait des propositions, alors là, effectivement, ils vont partir sur ces propositions, ils vont adhérer, ils vont créer de la dynamique de vie. Mais si l'animateur s'en va, on voit bien que la dynamique redescend et puis il ne se passe plus rien. Comme par exemple, s'ils jouent aux cartes le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avec l'animateur leur dit « je vous laisse les cartes pour samedi, dimanche ». Quand il va revenir le lundi, les cartes n'auront pas bougé. Ça ne fonctionne que s'il est là. Et là, je vais les appeler les consomme-acteurs, c'est-à-dire des gens qui, un coup sont consommateurs, un coup sont consommateurs. Et donc, l'animation solidaire, c'est se dire, ben voilà, si on fait des activités pour ceux qui sont acteurs, une activité par exemple socioculturelle, découverte, sortie, restaurant, voilà, tout ce qui peut faire plaisir et créer du lien, de la dynamique. Pour les consommateurs, on va créer des activités qui sont dites relationnelles, c'est la plupart des activités que l'on entend. C'est-à-dire des activités qui vont mettre des gens en relation, des gens qui ne vont pas spontanément, soit parce qu'ils ont des difficultés ou parce que voilà, la vie fait qu'eux ne vont pas se mettre en relation. On va donc créer des activités relationnelles. Et puis pour ceux qui sont un petit peu consommateurs de cette vie, de cette dynamique sociale, ceux qui ne font pas de propositions, ben on va dire qu'on va leur proposer, comme ce sont des éponges émotionnelles, on va leur proposer des sensations, du ressenti, c'est-à-dire des animations entre guillemets sensorielles, pour qu'ils puissent absorber ce ressenti. Sauf qu'on se rend compte que si on fait ça, c'est-à-dire pour les consommateurs des animations sensorielles, pour les acteurs des animations relationnelles et pour les acteurs des relations socioculturelles, c'est très bien parce qu'on a rempli le contrat pour tout le monde. On a rempli le contrat, mais par contre on a fait de la ségrégation. C'est-à-dire que ceux qui vont sortir ne vont pas pouvoir se mélanger avec ceux qui ne sortent pas. Et on va s'apercevoir que plus on va dans les institutions sectorisées comme ça, avec des salles à manger pour ceux qui mangent bien, des salles à manger pour ceux qui ne mangent pas bien, des activités pour ceux qui sont bien, des activités pour ceux qui ne sont pas bien, des étages même pour ceux qui sont bien, des étages pour ceux qui sont moins bien, et des étages pour ceux qui sont encore moins bien, avec peut-être des fois le cimetière sur le toit. On va se rendre compte d'une chose, c'est que cette ségrégation-là, c'est l'institution qui l'a créée. Et quand on a des résidents qui disent « eux, je ne les veux pas », ceux qui sont bien, les résidents bien, qui rejettent les autres, on trouve ça normal en disant « oui, c'est l'image ». Mais si c'était l'image qu'ils voient dans nos yeux, s'ils avaient peur que notre regard se porte sur eux comme il se porte sur les autres, et si c'était de nous qui se méfiaient. L'animation solidaire, c'est ça. C'est pas les résidents qui sont solidaires les uns avec les autres. C'est de dire comment le bénéfice d'une activité, la dynamique d'une activité que je fais par exemple avec les acteurs, comment elle peut servir à la dynamique des autres.
puisque les consommateurs, ce sont des éponges émotionnelles, comment cette dynamique-là, qu'est-ce que je mets en place pour que les autres profitent, tout le monde profite de cette activité-là. Et si je vois que les acteurs, la dynamique qu'ils créent, servent aux consommateurs, et que la dynamique des consommateurs puisse servir aux consommateurs, bien là je vais créer une dynamique sociale qui va amener tout le monde vers le haut, c'est-à-dire vers la vie sociale. Ça, c'est l'animation solidaire. Si c'est théorisé dès le départ pour expliquer les enjeux, les intérêts, il y a aussi des outils, des fiches et des grilles. Alors les fiches et les grilles, pourquoi? D'abord pour savoir à qui on s'adresse, pour faire une évaluation socio-relationnelle, savoir qui sont les gens qu'on a en face, et en fonction de qui sont les gens qu'on a en face de nous, en fonction de leur capacité à communiquer, ou de leur manque de capacité à communiquer malheureusement parfois, qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil relationnel en place. Donc là, ça va être les projets accompagnants personnalisés avec des évaluations et une démarche d'accompagnement et des stratégies d'adaptation sociale, et aussi des fiches de traçabilité, parce qu'il faut tracer. Et c'est vrai qu'il faut tracer les animations, comme on peut tracer les soins, voilà. Et il faut laisser des traces.